Alors, c'est un plaisir de vous présenter Benoît Rossignol, professeur en histoire ancienne, Université d'Avignon, coporteur du programme ANR PSheet, co-dirigé par Dominique Castex, un projet très, très intéressant, qui est créé depuis 2019 aux épidémies de l'Empire romain. Il est l'auteur de nombreux articles importants et de plusieurs livres, dont Marc Aurèle, paru 2020. Je tiens également à souligner l'importance de ses travaux sur l'histoire de l'environnement et la santé. Il a été le premier à établir un lien entre le changement climatique d'origine volcanique et la peste antonine. Et je ne peux résister à l'envie de vous faire part d'une chose que j'ai appris récemment. Originaire de Clermont-Ferrand, il a grandi à l'ombre d'un volcan, ce qui n'a pas manqué d'attiser son imagination, j'imagine, pour notre plus grand bien. Alors, merci Benoît, merci d'être ici, et let's welcome Benoît. Merci beaucoup. Je vais commencer par présenter aussi tous mes remerciements à Gail Harper pour son invitation à participer à son séminaire aujourd'hui, et puis plus largement à apporter lui aussi de manière précoce et depuis longtemps des questions scientifiques qui sont fondamentales et qui ont mis du temps à émerger. Et c'est dans la continuité et le dialogue avec ces questions que nous partageons, que je voudrais aujourd'hui avancer quelques réflexions sur la place que le climat a pu prendre dans l'histoire de l'Empire romain, à partir de ma position d'historien du Haut-Empire romain, c'est-à-dire quelqu'un qui, au départ, vient d'une histoire plus traditionnelle, une histoire politique, une histoire sociale, une histoire, presque une histoire bataille même un petit peu, puisque je me suis intéressé d'abord à l'armée romaine. Et ce que je voudrais, c'est, en m'excusant un peu de la généralité de mon titre, proposer des éléments pour esquisser un bilan autour du Haut-Empire romain et manifester à la fois des questions qui sont encore vives et puis des pistes éventuelles pour progresser, les points aussi où on aimerait que nos connaissances grandissent. Il s'agit donc de mettre à la fois en lumière des acquis scientifiques récents et puis des questions en suspens, tout en soulevant des questions de méthode, parce que c'est aussi par là qu'on peut continuer à avancer. Alors, compte tenu de l'ampleur des questions qui se présentent et du temps qui nous rassemble, je fais appel à votre indulgence sur le fait que mon propos sera nécessairement incomplet, mais dans une certaine mesure, les propos qu'on est obligé de tenir sont parfois, et on le regrette toujours, mais à la limite d'une certaine incohérence, car c'est la difficulté et l'enjeu de ces recherches qui sont toujours nécessairement interdisciplinaires, c'est que les apports des différentes sources, des différentes disciplines ne sont pas évidemment immédiatement en accord, en superposition, dans la rencontre avec les apports et les connaissances des autres disciplines et des autres sources. Et il est toujours difficile de les faire dialoguer, d'atteindre ce que l'on a appelé la consilience, c'est-à-dire cet état dans lequel on a rapproché les connaissances des différentes disciplines. Et donc, il est risqué de faire coïncider les données. Je vais donc commencer par aborder des questions de méthodologie à partir d'un recul historiographique. Ensuite, je me concentrerai sur trois questions. La question des échelles, l'échelle de temps, l'échelle d'espace, la question des intensités et des interactions entre les phénomènes climatiques et les sociétés, et puis j'essaierai de terminer en proposant quelques pistes. Alors, du point de vue de l'historiographie, la question qui nous rassemble n'est pas nouvelle. Vous voyez que Stéphane Gzell, un des grands historiens de l'Afrique romaine, se posait la question dans son grand livre sur l'histoire ancienne de l'Afrique du Nord en 1913, et il avait déjà publié quasiment ce chapitre en 1911 dans la Revue africaine. Vous voyez, la question par laquelle il commence, c'est: le climat de l'Afrique du Nord s'est-il modifié depuis l'Antiquité? Donc on a un questionnement ancien, mais qui a été profondément renouvelé dans les toutes dernières décennies. Et ce renouvellement, il résulte essentiellement des progrès d'autres disciplines que la discipline historique.
notamment toutes les ressources de climatologie qui vous sont exposées ici depuis quelques semaines, qui ont fortement précisé la nature et l'ampleur des changements climatiques passés. Donc on peut répondre effectivement à la question que se posait Stéphane Gsell aujourd'hui d'une manière un peu précise. Évidemment, des incertitudes demeurent sur les ordres de grandeur, sur l'expression régionale, on le verra, sur la temporalité, mais dans une certaine mesure, beaucoup d'idées ont été fixées d'une manière assez robuste sur l'intensité des fluctuations climatiques sur les derniers millénaires, sur leur durée, sur des rythmes, sur des événements. Alors, si l'on considère l'historiographie sur une période assez longue, le progrès donc, des dernières décennies fait vraiment rupture et est décisif. Les données fournies depuis la fin du XXe siècle ont amené à une rupture et donc à une prise de conscience nouvelle par la discipline historique et désormais une reconnaissance assez large de cette situation par le champ disciplinaire, reconnaissance assez récente, et on peut le constater en lisant par exemple le numéro des Annales qui a été consacré à l'histoire environnementale en 2022. La discipline est décrite comme dans une phase de transition, d'émergence, et l'éditorial du numéro rappelle certes que les questions ne sont pas nouvelles, mais que les manières de les traiter le sont en grande partie. En fait, le champ scientifique historique a ses fluctuations aussi à l'image du climat, et il semble important de prendre conscience du caractère récent des questions dont nous disposons, en restituant une profondeur historiographique à nos questions. Alors, au risque de caricaturer un peu cette histoire, cette historiographie du changement climatique pour l'histoire romaine, il faut rappeler que cette question du changement climatique, par exemple quand elle était dans la tête de Stéphane Gsell, elle était abordée au départ à partir de la mise en évidence au XIXe siècle de transformations climatiques radicales par la géologie sur évidemment d'autres périodes, les ères glaciaires mises en évidence au XIXe siècle. Mais même dans le champ des sciences naturelles, la question du changement climatique est longtemps restée marginale et ne constituait pas, jusqu'aux années 1980 du XXe siècle, une véritable communauté de recherche. Les enquêtes sur le changement étaient plutôt isolées, dispersées, rattachées à d'autres champs scientifiques. En France, au moins, il faut souligner l'importance de la géographie et du dialogue entre histoire et géographie, et c'est aussi dans ce dialogue que se situait Stéphane Gsell. C'est d'ailleurs l'existence d'une forte tradition de géomorphologie, c'est-à-dire de considération du rapport des sociétés humaines à la formation des paysages par la géologie que la géographie avait donné aux historiens français des éléments pour être attentifs à ces éléments-là, à ces questions d'environnement et de changement climatique. Mais avec un modèle, évidemment, qui était celui d'un temps très long et des ères glaciaires. Et donc la notion de petit âge glaciaire, comme la notion d'optimum, sont importées de cette tradition géomorphologique et géologique. Et la notion d'optimum climatique, au départ, elle est élaborée dans ce cadre-là, par contraste avec les glaciations, et elle a été transférée dans les temps historiques pour le champ scientifique français dans les années 50-60. C'est ainsi, on peut trouver en 1963, dans la revue de géographie alpine, Jean Corbel qui identifie un optimum romain à partir des marqueurs géologiques de l'avancée des glaciers, puis de leur recul justement à l'époque romaine. Le terme et l'article de Jean Corbel est cité encore par Michel Provost dans les années 80, lorsqu'il tente d'éclairer le climat du second siècle de notre ère, et là aussi à partir d'indicateurs géomorphologiques, essentiellement le recul des glaciers, les traces de sédimentation, les enregistrements des crues dans les lits des rivières, donc avec des proxys, le mot n'était pas utilisé à l'époque, qui ont une résolution chronologique assez faible, on traite facilement de siècles, et qui dépendent aussi fortement, pour tout ce qui est sédimentation, de l'impact anthropique. L'idée que le climat historique avait eu des fluctuations
on le voit à l'époque de Jean Corbel ou de Michel Provost, dans les années 60 ou dans les années 80, avait donc été finalement acceptée. On peut se rappeler qu'elle a été suggérée par Braudel dans sa thèse, La Méditerranée, en 1949, et qu'elle s'est imposée au cours des années 1950, avec aussi les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie. On a donc envisagé ces changements à la manière de périodisation, et on rencontre donc, on l'a vu, le décalque de la reconstitution des grands changements climatiques planétaires, la question des glaciations, avec aussi un décalque de la reconstitution des cycles économiques. Braudel, justement, dans La Méditerranée, en 1949, écrivait « Aux phases A et B de François Simian, les cycles économiques, ne nous faudra-t-il pas, historiens, ajouter un jour des phases tantôt plus sèches, tantôt plus humides, tantôt plus chaudes et tantôt plus froides ?» Et donc, c'est aussi ces idées qui font alterner petit âge glaciaire et optimum. Cette idée donc de changement climatique étant acquise, elle est pour autant très difficile à exploiter et à utiliser, en particulier pour la période antique, au-delà de cette barrière de l'an 1000, jusque dans les années 2000 en fait. Pour les périodes médiévales et modernes, l'abondance des sources avait pallié le manque de données issues des sciences naturelles, et les travaux de Leroy-Ladurie s'étaient penchés, on le sait, sur les dates des vendanges, sur des enregistrements à partir de séries d'archives. Et les éléments qui ont progressivement surgi du renouveau d'une science du climat à partir des années 80 ont été largement ignorés des historiens pendant longtemps, malgré quelques exceptions. Il y a quelques instants, un article de scientifiques de la NASA, Stoffers et Rampino, a été cité, qui relevait justement toutes les traces de l'impact des forçages volcaniques sur la zone méditerranéenne dans l'époque antique. Et cet article, qui date de 1983, a quand même été remarqué par une spécialiste de Catulle qui, en 1988, a publié dans Classical Antiquity un article qui identifiait justement un forçage volcanique important juste après la mort de César, qui à l'époque l'attribuait à une éruption de l'Etna. Et donc il y a quand même une sensibilité d'un certain nombre d'historiens à ces apports nouveaux, mais très largement ignorés. C'est-à-dire cet article est en fait très peu cité pendant longtemps. Il est en fait cité uniquement par les chercheurs en sciences naturelles, qui vont lire cet article, et les historiens l'ont peu lu. Et je dois dire que moi-même, quand j'ai écrit sur les forçages volcaniques, je l'avais ignoré, donc en 2007, ce qui montre que voilà, on a en quelque sorte une histoire de la discipline qui nous était un petit peu inconnue. Dans le même temps que la climatologie se renouvelait, c'est par l'archéologie surtout que les questions de changement climatique sont revenues et ont été examinées de manière plus précise à partir de ces marqueurs géomorphologiques, mais aussi de marqueurs paléobotaniques, la palynologie, la dendrochronologie, dans les années 80 et puis dans les années 90. On peut signaler l'existence de programmes importants, le programme Populus, qui a été dirigé par Graham Burker et David Mattingly, et en France, le programme Archéomédès, qui a été centré sur la vallée du Rhône et puis prolongé dans les années 2000 par le programme Archaédine, et qui, pour la première fois, essaye de faire dialoguer fortement des savants des sciences environnementales et des savants des sciences historiques, autant des historiens que des archéologues. Mais je vous l'ai dit, dans le même temps, les sciences du climat se transformaient. En fait, c'est à partir des années 1980 que de très vastes collaborations interdisciplinaires se mettent en place, qu'on quitte un peu une histoire du climat écrite par des figures isolées comme Hubert Lamb ou comme Emmanuel Leroy-Ladurie pour avoir de véritables groupes et programmes interdisciplinaires qui répondent aussi à une demande sociale de plus en plus visible, notamment à la fin des années 80, à la création de l'IPCC, en français le GIEC. Cette nouvelle science du climat et des climats passés donc, se caractérise par la variété des mesures, la multiplication des proxys, qui permet donc de connaître toujours mieux les climats passés et qui approche parfois la résolution annuelle qui permet de se rapprocher véritablement du temps des historiens. Mais en même temps, cette nouvelle approche du climat passé par les sciences naturelles était aussi différente
de l'approche du climat qui pouvait être celle qu'avait en tête Xell ou encore Michel Provost ou même le programme Archéomédès. Et je m'appuie sur les constatations de Spencer Wert qui observe The researchers in such programs no longer spoke of studying climates in the old sense of regional weather patterns, but of the climate system of the whole planet involving everything from minerals to microbes. Dans les années 80, on passe d'un moment où les chercheurs dans les programmes qui sont consacrés au climat ne parlent plus tant d'étudier le climat dans un sens ancien qui était celui de récurrence régionale du temps, de la météorologie, mais considèrent le système climatique à l'échelle de toute la planète avec une prise en compte de tous les éléments, depuis les minéraux jusqu'aux microbes. La transformation aussi importante, c'est l'arrivée dans les années 70 des modèles informatiques et de la modélisation. Il y a donc une abondance de données qui se constitue progressivement, une nouvelle vision aussi des cycles climatiques, des transformations climatiques, et c'est seulement dans la seconde moitié des années 2000 qu'elle est véritablement prise en compte par les historiens et les archéologues, et je dirais qu'une des bornes, un des marqueurs importants, c'est l'article collectif publié dans le Journal of Interdisciplinary History en 2012, qui donne un petit peu, là, pour la première fois, une feuille de route très claire, un tableau un petit peu précis des transformations du climat pour l'époque romaine et jusque dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. Et donc, en quelque sorte, la décennie qui s'est écoulée depuis consiste à essayer de préciser cette image, d'avancer dans les débats qui ont pu en surgir aussi, et d'essayer de confronter de nouveaux proxys, de nouvelles lectures de nos sources historiques à ce bilan. Alors, cette confrontation, elle amène des questions de méthode, et je vous l'ai dit, un des problèmes qui surgit lorsqu'on veut faire dialoguer ces sources climatiques avec nos problématiques, nos questions d'historiens, ce sont souvent d'abord des questions d'échelle. Il y a d'abord des questions d'échelle aussi de temps et de chronologie. L'importance de cet article et des travaux qu'il synthétisait pour la première fois et des travaux qui ont suivi, c'est qu'on a, avec les sciences de l'environnement et cette approche paléoclimatique, un nouveau fil temporel à confronter à nos périodisations de l'Antiquité, à nos débats pour savoir quand est-ce que le Haut Empire romain cède la place au Bas Empire, et puis c'est devenu quand est-ce que le Haut Empire romain cède la place à l'Antiquité tardive. Alors, est-ce que c'est sous Marc Aurèle? C'est ce que disait le livre de René Raymondon, par exemple, en France, dans les années 70. Est-ce que c'est sous les Sévères? Et si c'est sous les Sévères, est-ce que c'est en 193, en 235? Ou est-ce que c'est avec Trajan d'Est en 250? Ou est-ce que c'est avec la Tétrarchie en 284, etc. Et en fait, ces débats sur la périodisation de l'Antiquité rencontrent une nouvelle périodisation, mais qui vient de domaines et d'éléments naturels. Donc on peut se pencher un petit peu sur cette question du temps. Depuis justement les années 2000, si l'on s'intéresse à la question, on est de plus en plus confronté à des graphiques ou à des diagrammes semblables à celui-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle des approches multiproxy, où on va confronter sur la même ligne chronologique les apports de plusieurs proxys de nature souvent différente. Ici, vous avez des enregistrements des isotopes tout en haut dans une carotte glaciaire, les enregistrements des forçages volcaniques dans cette même carotte, avec des résolutions là, temporelles différentes, de la dendrochronologie, des spéléothèmes, c'est-à-dire l'enregistrement des isotopes, souvent aussi à partir du calcaire qui se fixe dans les stalagmites et les stalactites. Et il est parfois difficile, et il faut garder en tête cette difficulté, de rapprocher ces différents enregistrements chronologiques et temporels. Parce que chacun de ces proxys ne fonctionne pas avec le même enregistrement. Par exemple, la dendrochronologie va plutôt enregistrer la situation climatique au moment de la croissance végétale, puisque c'est le cerne de l'arbre que l'on regarde. Alors qu'un spéléothème va plutôt enregistrer ce qui se passe au moment des précipitations, donc plutôt en hiver ou en automne, selon
d'autres moments éventuellement selon les régions, mais on n'a pas forcément la même vision du climat annuel selon qu'on regarde l'un ou l'autre. Et de la même manière, un enregistrement justement dans des sédimentations, lui, on ne pourra pas descendre au niveau de l'année, on aura un enregistrement qui correspond à des décennies éventuellement. Donc, les enregistrements sont différents. Mais une question qui se pose, c'est celle de la calibration de ces différents enregistrements. Il faut s'assurer qu'on est bien à peu près d'accord sur le moment où commence l'enregistrement et où il se termine. Et en fait, beaucoup de séries de proxys sont en quelque sorte flottantes. Il est difficile d'avoir une date certaine pour accrocher un proxy qui vient d'un spéléothème. Et même les enregistrements des carottes volcaniques, des carottes glaciaires qui enregistrent les phénomènes volcaniques, j'y reviendrai. En 2012, on les pensait bien calés, bien calibrés dans le temps, et en fait, ils ne l'étaient pas tout à fait. Et donc, enregistrement, calibration, c'est-à-dire est-ce qu'on part du même point chronologique, et résolution, est-ce qu'on enregistre de la même manière, avec la même finesse chronologique, sont des éléments qui doivent nous amener à réfléchir lorsque nous, en tant qu'historiens, on va essayer de confronter cet enregistrement temporel des proxys à notre propre réflexion et à notre propre périodisation. Alors, je vais approfondir un exemple, c'est l'approche menée par Christophe Petit dans le cadre d'un programme interdisciplinaire qui était le programme Rurland, dirigé par Michel Rédé, qui a été publié donc, dans le livre Gallia Rustica, le 2e volume, en 2018. Christophe Petit a essayé de confronter une évolution enregistrée annuellement à partir de la dendrochronologie, qui permet d'avoir des renseignements de température et de précipitation, à ce que l'on peut savoir de la réponse des principales cultures pour une région qui correspond à la Gaule du nord-est, c'est-à-dire le bassin parisien, jusqu'à la Belgique et jusqu'à la Rhénanie. Et d'essayer donc de retracer le potentiel agricole de ces années. Telle année avec telle précipitation et telle chaleur correspond plus ou moins à quelque chose de favorable ou pas pour les céréales qui sont cultivées dans cet espace. Ça a donc donné ce graphique que vous voyez tout en haut, le graphique A, où à partir donc, de ces calculs, qui sont des calculs, il faut l'avouer, incertains, et surtout qui sont des potentiels. Ce n'est pas parce qu'on sait que telle année était potentiellement bonne que la récolte pour autant a été bonne. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses qui ont joué, mais c'est relativement robuste et surtout ça montre bien qu'on a des périodes bien visibles. Ça donne une périodisation. Et notamment, justement, le cœur de l'Empire romain apparaît comme une période plutôt remarquablement bonne, puisque vous voyez, quand les barres noires sont vers le haut, c'est qu'on est dans un potentiel agricole favorables, et quand elles sont vers le bas, on est dans un potentiel agricole plutôt mauvais, avec parfois de très mauvaises années, c'est quand on est tout en bas. Mais vous voyez que de 32 après Jésus-Christ jusqu'au début du IVe siècle, on a une période avec une dominante nettement favorable et beaucoup de bonnes années. Donc ça correspond tout à fait, du point de vue du potentiel agricole, à l'expression que l'on a en tête quand on dit optimum romain, effectivement, pour les gens du bassin parisien, de la Lorraine, de la Picardie, de la Belgique. Voilà, ces siècles sont des siècles qui ont un potentiel agricole très favorable, et on a donc là une périodisation qui s'offre à nous, et qu'on peut confronter, contraster avec notre périodisation, justement, politique, militaire, sociale, puisque, justement, la fin du Haut-Empire romain se trouve au milieu de cette période. Et contraster aussi aux autres périodisations données par d'autres proxys ou d'autres enregistrements. On a vu que l'histoire de l'Italie n'est pas la même que l'histoire de cette Gaule du Nord-Est. Mais en tant qu'historien, il faut qu'on soit attentif à la multiplicité des rythmes possibles, parce qu'évidemment, les agriculteurs de l'Antiquité ne vivent pas dans une longue période, ils vivent dans la saison du moment. Et si la récolte de l'année est mauvaise, cela vous console peu de savoir que toute la décennie est bonne, si vous n'avez pas pu avoir des stocks pour passer ce mauvais hiver. On a donc aussi l'apparition de crises brèves qui sont remarquables, et notamment la décennie qui correspond au cœur du règne de Marc Aurèle,
169-179, une décennie aussi importante dans le IIIe siècle, un siècle plus tard, dans les années 260, au moment du règne de l'empereur Posthume. Et puis, avant l'Empire romain, à la fin de la République, un moment particulièrement contrasté des années 50 avant notre ère, donc le cœur de la guerre des Gaules, jusqu'aux années donc, du début de notre ère, avec vous voyez, d'assez mauvaises récoltes. Et au cœur de cette mauvaise période, justement, une autre crise fortement marquée. Et vous le voyez, c'est le graphique du bas, ça correspond donc à des moments de forçage climatique, des éruptions volcaniques qui ont un impact global. Alors, c'est la capacité à affiner cette chronologie qui, parfois, nous permet de faire dialoguer, justement, finement, nos questions d'historiens qui vont plutôt considérer des événements politiques, des événements sociaux, avec l'apport de ces enregistrements. Je vous l'ai dit, la chronologie exacte de l'enregistrement dans les carottes glaciaires de ces forçages volcaniques et de leur impact sur le climat n'est fixée que depuis peu. C'est seulement en 2015, dans un article important dont le premier auteur est Michael Siegel, qu'on a pu corriger l'enregistrement de ces carottes glaciaires parce que les glaciologues avaient trouvé une éruption importante dans les années 50 avant notre ère, à peu près. Ils avaient une marge d'erreur qui était importante à ce moment-là. Ils avaient dit ça doit correspondre, et c'est ce qu'avait montré Phyllis Forsyth, ça doit correspondre à un forçage volcanique après la mort de César. Mais l'idée avait été abandonnée au milieu des années 90 parce qu'un second signal avait été identifié vers les années 80 de notre ère, et que l'éruption du Vésuve étant plus célèbre que les éléments montrant un forçage volcanique sous la fin de la République, eh bien on s'était dit, forcément, c'est le Vésuve. Et aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le Vésuve. Et que donc le Vésuve et ça en rabat un peu sur notre orgueil d'antiquisant, n'a pas laissé beaucoup de traces dans le climat mondial. Et donc, ça n'est seulement que depuis 2015 qu'on peut vraiment confronter finement cette chronologie des crises qui ont pu naître des forçages volcaniques à nos questions d'historiens. Et en voyant que parfois cela coïncide et que d'autres fois cela ne coïncide pas, puisque justement cette éruption d'environ 88, elle n'est pas vraiment lisible dans la reconstitution des températures, et elle ne semble pas avoir marqué fortement les sociétés de l'Empire romain des années 80. C'est un point peut-être aussi sur lequel il faudrait enquêter d'un peu plus près. Alors, la coïncidence entre l'événement enregistré par les proxys et notre intérêt d'historien augmente si justement on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans le climat à un moment où il se passe quelque chose dans l'histoire. Et cette éruption bien visible, donc à une date désormais bien fixée en 43 avant notre ère, rencontre les guerres civiles de la fin de la République romaine, la naissance ensuite de l'Empire romain en tant que régime politique. Et la question peut donc être posée, elle a été posée dans un article, vous voyez, en 2020, du lien entre ce forçage volcanique et les événements qui suivent la mort de Jules César. Alors ce forçage volcanique, on le connaît un peu mieux parce que à la chronologie affinée de la carotte glaciaire s'est ajoutée l'identification du volcan. Donc c'est un volcan qui se trouve en Alaska, c'est Lokmok dans l'île d'Unmak. Et vous voyez, on a une caldeira qui fait à peu près une dizaine de kilomètres de large. Donc avec une éruption dont la phase finale a laissé une couche de cendres de 30 mètres d'épaisseur. Et donc la question, c'est jusqu'à quel point cette éruption a eu des conséquences qui ont joué dans un moment qui, lui-même, indépendamment du climat, était un moment de crise politique, sociale et militaire pour les diverses sociétés que Rome avait rassemblées dans son empire.
Alors la question peut être posée pour les autres forçages climatiques, aussi une reconstruction de leur impact sur l'opacité de l'atmosphère par Michael Siegel et Michael Toué, publié en 2017. Et vous voyez comment en fait notre chronologie désormais est marquée par ces crises du temps court, mais aussi comment apparaît bien ce moment de temps long très particulier qui est ce début de l'Empire romain. Ici, cette période qui correspond à l'optimum, eh bien, vous voyez, c'est 2 siècles. On va de 40 avant notre ère jusqu'à 160, pendant lesquels on a un calme volcanique considérable. On n'a aucune éruption dans l'hémisphère nord. Et dans l'hémisphère sud, seulement de toutes petites éruptions, ou des éruptions qui n'ont pas d'impact important sur le climat mondial. Et c'est assez rare et assez remarquable pour le noter. Il ne faut pas seulement s'arrêter aux crises, parce que c'est vrai qu'elle attire notre attention, elle attire nos récits spontanés, mais les périodes d'immobilité sont aussi importantes pour les sociétés. Et voilà, on a ici la mise en regard possible de cette potentialité favorable qu'on lisait dans la dendrochronologie de la Gaule du Nord-Est, avec ce moment très particulier, cet été volcanique qui a touché en fait l'hémisphère nord au début de notre ère. Alors vous voyez, vous retrouvez ici les éruptions dont on vous a parlé tout à l'heure, de l'époque de Justinien. Et donc, je vous ai mis ici la comparaison possible avec le XXe siècle et le XIXe siècle, notamment l'importante éruption du Tambora. Or, cette éruption du Tambora, qui a servi un peu de modèle pour réfléchir au forçage climatique dans l'histoire, elle montre aussi les difficultés à penser ces changements climatiques quand on veut arriver sur une échelle géographique un peu fine. Parce que si le Tambora, c'est avant tout l'année sans été, cette année dans laquelle le climat est tellement mauvais qu'il a des conséquences particulières, Marie Shelley écrit Frankenstein, la famine revient dans beaucoup de pays d'Europe, elle n'a pas touché tout le monde de la même manière. Et il y a en fait des zones qui ont bénéficié de ce changement. La Russie et l'Ukraine ont plutôt des bonnes récoltes, la Scandinavie aussi, et à certains endroits de l'Arctique, les glaces polaires reculent. Donc l'expression géographique du changement climatique, elle est aussi très diverse. Et ça nous pose aussi beaucoup de questions. Nous ne pouvons y répondre qu'en fonction des proxys suffisamment précis qui sont disponibles. Et on en a encore assez peu. Et je vous montre ici la référence de l'article très récent auquel Kyle Harper a participé, sur cet enregistrement donné pour la première fois pour l'Italie, qui donne une approche régionale sur l'Italie du Haut-Empire et permet de voir que la rupture se fait à une époque plus précoce que ce qu'on pensait, puisque le IIe siècle est moins favorable et qu'on n'a pas la même histoire en Italie que dans la Gaule du Nord-Est, et on n'a donc pas le même rapport au climat. Alors, c'est la multiplication de ces proxys et de ces approches régionales qui peut être intéressante. Juste pour vous la signaler, une approche alors beaucoup plus fine régionalement et donc dont on peut tirer moins peut-être de conséquences, mais qui est intéressante et qui montre comment petit à petit les proxys s'ajoutent aux proxys. C'est l'analyse de plusieurs spéléothèmes dans le nord de la Toscane et qui montre là aussi que dans cette région, on a un 1er siècle de notre ère marqué par des précipitations importantes, par des crues. Ça recoupe un peu ce que disent aussi les enregistrements du Tibre. Alors de ce côté-là, il faut signaler que des tentatives sont faites pour essayer de voir si certaines régions sont corrélées à d'autres. Notamment, il y a eu un article en 2019 dont la première autrice est Inga Labune, qui essaye de montrer qu'il y a des régions de Méditerranée dans l'Antiquité et dans cette époque de l'Empire romain qui sont corrélées les unes aux autres, en essayant justement de faire le lien entre ces proxys différents, en leur donnant un Z-score qui permet de les confronter, et puis ensuite de faire des études statistiques, notamment des recherches de composantes principales. Mais ça n'est qu'un début, je dirais,
protéger, parce que cette carte révèle aussi une chose, c'est que c'est l'inégalité très grande des régions de l'Empire romain face aux proxys disponibles. Et notamment le fait qu'une des régions fondamentales, une des régions extrêmement importantes, l'Afrique du Nord, ait encore quasiment pour nous un vide en proxy. Il y a une histoire régionale du climat de l'Afrique du Nord à reprendre et à interroger. Alors, ça nous ramène à cette question historiographique que j'avais soulevée, puisque vous voyez que l'Afrique du Nord, ça a été aussi un des premiers endroits où les historiens de l'Empire romain se sont posé la question du changement climatique, mais à partir en fait d'une situation qui était leur situation contemporaine, les colons français arrivant et constatant que des villes romaines se trouvaient dans des zones qu'ils trouvaient extrêmement inhospitalières. Et donc, cette rencontre a été explorée notamment par Philippe Levaux dans un article récent où il essaye de retracer très finement, c'est un article très précis et très long, cette interaction du climat, de la société et de l'environnement pour l'Afrique du Nord, et notamment dans ses marges sahariennes, et comment, en fait, la perception du climat à l'époque contemporaine a joué sur les questions des historiens, mais aussi inversement. La mise en évidence des fluctuations climatiques dans la période antique agit sur les récits qu'on propose, en fait. Non pas seulement parce que ces fluctuations auraient eu des effets importants, mais parce que la mise en évidence des fluctuations révèle aussi la part de projection de nos récits qui ont été élaborés et débattus, notamment à l'époque coloniale, puisque cette époque coloniale avait projeté sur l'époque romaine, en fait, le climat du XIXe puis du XXe siècle. À la question que Stéphane Gzell se posait, le climat de l'Afrique romaine s'est-il modifié depuis l'Antiquité, il apportait une réponse assez catégorique à la fin de son article. Tels sont les arguments invoqués en faveur de l'hypothèse d'un changement de climat. On voit qu'ils méritent l'examen, mais qu'ils n'entraînent pas la conviction. Donc rien n'avait changé, et donc on pouvait projeter les courbes de précipitation obtenues par les services météorologiques français en Algérie sur la province romaine de Numidie, par exemple, et donc conclure que l'occupation romaine en Numidie était semblable à celle de l'occupation française pour des raisons naturelles, et qu'il y avait donc une Afrique utile pour les Romains, comme il y avait une Afrique utile pour les Français. Et donc, le fait de mettre à jour qu'en fait, il y a quand même eu des changements, que la ligne des isoïètes en Afrique, à l'époque romaine, n'était pas forcément celle du XIXe siècle ou du XXe siècle, oblige aussi à reconsidérer comment les Romains approchent leur mise en valeur du territoire et leur contrôle politique du territoire africain. Et si on cesse de projeter les contraintes des agricultures modernes et des agricultures coloniales, donc très spécifiques, sur notre perception des agricultures antiques, le tableau devient différent. Et si cela vous intéresse, je vous renvoie donc à cet article de Philippe Levaux, parce que le rôle des marges de cette Afrique romaine se retrouve déplacé. Elles ne sont plus forcément des zones hostiles contre lesquelles on doit se protéger, mais c'est des zones face auxquelles un dialogue est possible, et on s'intéresse donc désormais d'une nouvelle manière à la présence romaine la plus méridionale dans ces zones, notamment à Castellum d'Imidi ou à El Bayad dans le sud de l'Algérie. Alors, vous voyez, le temps, l'espace, mais il faut aussi poser la question. Ces questions régionales, elles se posent aussi, on l'a vu pour la Gaule du Nord-Est, pour les différentes régions, et cette approche régionale, elle est aussi importante dans l'histoire de l'Empire romain, je passe vite dessus, mais l'histoire de l'Empire romain, très souvent, a été aussi réfléchie en fonction de l'influence plus ou moins grande de certaines provinces, et notamment le fait que le IIIe siècle est marqué par une importance forte de l'Afrique du Nord. Les Sévères sont une dynastie qui vient d'Afrique du Nord. Mais une fois qu'on a posé la question du rythme et de l'extension géographique des changements, il faut poser la question de leur intensité. Alors, l'intensité elle-même ne suffit pas. Il faut penser aussi l'interaction des sociétés avec cette intensité. En fonction des vulnérabilités sociales, un changement climatique identique va avoir des effets très différents. Si vous avez un grenier plein, la mauvaise récolte de l'année ne sera pas très grave. Si, au contraire, un pouvoir prédateur a vidé votre grenier au nom des impôts ou de réquisitions militaires, une récolte peut-être un peu meilleure sera quand même très inquiétante. Donc il faut toujours mettre ensemble vulnérabilité sociale avec intensité de la fluctuation ou du changement climatique.
Alors, l'intensité elle-même, elle n'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident de repartir de l'enregistrement d'une fluctuation climatique par un spéléothème ou par un cerne d'arbre ou par une sédimentation pour arriver à établir réellement l'intensité. La question, par exemple, on peut l'aborder pour cette éruption volcanique dans l'Alaska, Lokmok. Un papier très récent, donc de 2023, dont le premier auteur est Ali Pessia, a essayé de préciser justement l'intensité du forçage climatique né de cette puissante éruption. Et en fait, il y a 3 histoires différentes, 3 intensités calculables différentes. Celles qu'on peut estimer à partir de la géologie, en étudiant la caldeira, en étudiant le déroulé de l'éruption, en étudiant la manière dont cette éruption a pu projeter dans la stratosphère un certain nombre d'éjectats, à la fois minéraux, mais à la fois aussi gazeux, et notamment le soufre, qui est le principal élément. Mais dans les carottes glaciaires, l'enregistrement est différent. On regarde la quantité de soufre qu'on trouve dans ces carottes. Mais cette quantité de soufre, est-ce qu'elle est du soufre qui agit vraiment sur le climat, c'est-à-dire qui est passé par la stratosphère, l'atmosphère la plus haute, ou alors c'est du soufre qui est passé par la troposphère, l'atmosphère dans laquelle nous respirons, et qui a moins d'impact global. Et donc, il y a 2 estimations très différentes là, de l'impact. Et entre les deux, vous avez l'enregistrement du changement de température par la dendrochronologie, mais aussi par des spéléothèmes, mais en des points très localisés. Et donc, est-ce que cet enregistrement local correspond à une variation amplifiée localement ou vraiment à quelque chose qu'on peut généraliser à l'échelle du globe? Et donc là, on affine en fait la fourchette. Alors, ce qui est rassurant, c'est que cet article montre qu'on peut arriver à quelque chose d'assez robuste, parce que finalement, ces 3 fourchettes se recoupent l'une l'autre à un endroit qui est plutôt celui qui correspond au proxy. Et que donc on aurait un forçage climatique un peu plus faible que ce qui a été dit dans l'article de 2020, mais quand même suffisamment important. Et donc nous, historiens, on a nos propres rôles à jouer. Justement, nos sources historiques, elles précisent un élément important, c'est que le Nil, pendant 2 ans, n'a pas eu de crue. Et donc ça, c'est aussi un élément très fort pour fixer un ordre d'idée sur ce forçage global. Alors, ça c'est l'intensité. La vulnérabilité, c'est aussi donc, la sensibilité de société au climat et les mécanismes de résilience. Je m'éloigne un peu de l'Empire romain, parce qu'on n'est pas encore dans l'Empire romain, on est toujours dans le royaume lagide, mais on a à ce même moment une inscription, Ogis 194, pour ceux qui aiment les sigles épigraphiques, dans lequel on voit un stratège, Callimaque, recevoir des honneurs absolument exceptionnels. On a même parlé d'honneurs extravagants, pour en fait l'aide alimentaire qu'il avait donnée dans les années précédentes, qui correspondent à ces années sans crue. Et cette inscription fait l'objet très récemment d'une analyse très précise, très fouillée, mais vous voyez, c'est une analyse qui date de 2022, mais qui ignore l'article de 2020 sur l'éruption, qui cite l'article de Phyllis Forsyth de 1988. Mais vous voyez que le dialogue interdisciplinaire a encore du progrès à faire, a encore des éléments à mettre en place. Alors quand on est sur ces sources, qu'elles soient épigraphiques, mais si on sait que les crues du Nil ont disparu pendant 2 ans, c'est aussi parce que Sénèque nous le dit dans ses questions naturelles, parce que Pline le mentionne aussi de manière un peu moins claire, parce qu'Appien nous dit que si Cléopâtre n'a pas pu envoyer de ravitaillement à Antoine au moment de la bataille de Philippe, c'est parce que l'Égypte était bloquée par la famine et les épidémies. Donc on passe, vous le voyez, de l'enregistrement, de l'intensité des proxys à la perception du climat par nos sources. Je dirais que là, c'est le dernier point méthodologique, c'est l'appel un petit peu à revenir à nos sources pour affiner notre compréhension de ce que les anciens pouvaient percevoir du climat, à essayer de comprendre ce regard romain sur le climat, à écrire un peu une anthropologie, avec, si on veut, les grands mots, du climat pour les Romains, la perception de leur environnement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, et là on va pouvoir faire fond sur des travaux anciens. Dans les années 80, on trouve facilement des travaux qui essayaient de faire le bilan de ce que les sources antiques contenaient d'informations climatiques. Et assez souvent, on se rendait compte des limites de nos sources antiques, mais désormais, on a un élément pour les interroger d'une manière nouvelle.
Alors cela a donné lieu à des travaux. Vous voyez que les approches sont un peu différentes. Dans les années 80, on a cherché des données climatiques en essayant de reproduire ce que le roi Ladurie avait fait sur nos sources antiques. Et aujourd'hui, on cherche plus la climate awareness, la perception du climat. Eh bien, les Romains étaient tout à fait conscients des problèmes que je vous ai présentés, les questions d'échelle temporelle, la succession ou pas des mauvaises années, d'échelle spatiale. Dans son panégyrique de Trajan, Pline le Jeune montre comment chaque année, à ce moment-là, on a surabondance dans les besoins au niveau de Rome et de l'Empire, mais qu'individuellement, localement, les choses peuvent être plus mauvaises. Et la perception du climat, c'est une perception en fait plus globale d'un environnement prospère. C'est la Terre qui produit, c'est l'astre qui nourrit, et l'astre c'est Sidus en latin, donc ce n'est pas forcément le soleil, c'est aussi les étoiles, parce que c'est la course des étoiles qui marque les saisons, et donc on pense que ce sont les étoiles qui créent le climat. Et puis c'est l'année, vraiment le temps qui passe, cette succession temporelle qui procure la bonne moisson. Mais toutefois, le ciel qui rassemble ces rythmes n'est jamais doté d'une benignitas, d'une mansuétude, d'une générosité suffisante. Il y aura toujours des régions qui échapperont à la fertilité et à la chaleur. Il y a toujours dans l'Empire romain des régions chez qui potentiellement on peut avoir la disette. Et en fait, c'est la mansuétude de l'empereur qui doit compléter l'absence de mansuétude de la nature pour son empire en donnant aux régions de l'empire moins favorisées telle ou telle année les moyens justement d'une résilience. Donc on a, vous voyez, une lecture politique des fluctuations climatiques de la part de nos Romains, inscrite aussi dans le cadre d'une lecture entre le scientifique et le religieux, en utilisant des termes qui sont forcément anachroniques, mais qu'on voit bien chez l'oncle de notre Pline le Jeune, Pline l'Ancien cette fois-ci, où les causes des intempéries et des pluies apparaissent soit comme totalement déterminées par les cycles des étoiles et donc par une conception astrologique en fait du climat, mais aussi fortuites. Et là, on essaye de trouver des causes à partir notamment de l'évaporation depuis la Terre, mais aussi des causes qui peuvent être des causes divines. C'est aussi le climat qui est lu à la manière d'une intentionnalité. Alors, c'est une culture savante. Cette culture savante, elle n'est pas isolée d'une culture plus large. Si on retourne dans cette Afrique du Nord sur laquelle on aimerait en savoir plus, on trouve par exemple en Mauritanie césarienne, à Aïn Doukria, donc dans la commune de Kémisti, aujourd'hui en Algérie, une inscription qui en fait attribue à Tellus, donc vraiment la terre, l'environnement, et à la terre-mère, les bonnes récoltes et les bonnes vendanges. Et une inscription qui avait justement suscité la curiosité et la surprise des chercheurs français à l'époque de l'Algérie française, parce que c'était un endroit où il n'y avait pas de culture de la vigne, en 1954, quand on a publié cette inscription. Et le climat peut faire événement, peut être mémorable. Lorsqu'Adrien vient visiter cette Afrique du Nord en 127, en fait, une sécheresse de plusieurs années sévissait sur cette province de Numidie, et au moment où l'empereur arrive, eh bien, la pluie arrive aussi. Et cela nous est mentionné par un biographe anonyme d'Adrien dans l'Antiquité tardive, l'Histoire Auguste, mais aussi par des inscriptions érigées sur place, à l'endroit où Adrien va faire ses discours à l'armée romaine, qui mentionnent que les vents efficaces ont apporté les bonnes tempêtes, les tempêtes pluvieuses. C'est l'événement climatique qui rencontre l'événement politique et qu'on enregistre, qui crée du mémorable, à partir sans doute d'attentes, car cette formule des bonnes tempêtes, bonarum tempestatium, on la retrouve sur une inscription d'Ariège, en France, où c'est Jupiter qui est l'auteur des bonnes tempêtes. Donc l'expression bonarum tempestatium, ce n'est pas quelque chose d'inventé en 127, c'est quelque chose qui est disponible dans la lecture romaine du climat. Donc ce climat, il peut agir, mais si on avance cette idée d'une action du climat,
on se retrouve face à ce qui ressort régulièrement dans tous les débats en fait, depuis ces années 2000, la question du déterminisme. Et il faut sortir de ce faux dilemme dans lequel on s'inscrit, soit vous êtes déterministe, soit vous déniez tout rôle au climat. Il faut en fait prendre la mesure de ce qui a eu lieu en essayant d'affiner le plus possible notre compréhension de systèmes complexes et de la manière dont ils réagissent. Et il me semble qu'il y a un concept qui peut être intéressant, qui a été avancé par un géographe, c'est Michel Lussot, qui, pour essayer de montrer comment, dans l'agencement de l'espace que les humains organisent, eh bien, ils ne sont pas les seuls à agir. Quand un agriculteur, un berger agence l'espace pour s'occuper de son troupeau de brebis, il est obligé de tenir compte de la manière dont le loup lui-même, s'il est revenu dans la montagne, va avoir sa propre perception, son propre agencement de l'espace. De la même manière, le voyageur, ce sont les deux exemples qu'avait pris Michel Lussot à l'époque, le voyageur qui veut profiter des vols aériens, vous vous rappelez peut-être, si un volcan islandais explose, les vols étant cloués au sol, se retrouve face à un agencement de l'espace, une occupation de l'espace aérien déterminée par une causalité qui n'est pas humaine. Et donc, Michel Lussot a proposé de parler d'opérateurs géographiques, d'opérateurs spatiaux. Et je crois qu'on gagnerait à imaginer les actions du climat, mais pas seulement, comme des opérateurs historiques. Et effectivement, de voir que les sociétés interagissent avec ces opérateurs. Je vous ai dit comment dans les années 50, on voit dans les régions de la Gaule du Nord-Est déjà des contrastes et des changements, des fluctuations climatiques 10 ans avant le forçage volcanique. Eh bien, César nous dit qu'en 1954, il est obligé de redistribuer complètement l'installation de ses troupes à cause de la sécheresse, parce qu'il ne trouve plus de blé dans une grande partie de la Gaule. Et vous voyez que si on superpose l'enregistrement de cette sécheresse de 1954 dont nous parle César, avec la sécheresse de 1953 qui est aussi enregistrée par la dendrochronologie, on voit qu'il y a 2 années de sécheresse. Et si on superpose ça aux peuples qui se sont révoltés en 1952 en suivant Vercingétorix, on a une assez bonne superposition. Et on voit que là où la révolte éclate, c'est sur l'axe de ravitaillement de l'endroit où César, pour faire face à cette sécheresse de 1954, avait concentré 6 de ses légions. C'est une légion, c'est 5000 hommes. Donc si vous installez 6 légions au même endroit, vous installez en fait une nouvelle ville dans le schéma de ravitaillement. Donc il y a un opérateur climatique et puis il y a des acteurs humains. Ce n'est pas du déterminisme, parce que, évidemment, ce n'est pas la sécheresse qui pousse Vercingétorix à sa révolte, mais si on enlevait cette sécheresse et si on enlevait cette concentration de 6 légions chez les Sénons, est-ce que l'histoire aurait été la même ? Je ne pense pas. Alors on peut, je passe très vite dessus puisque le temps est quasiment écoulé, envisager la même chose pour l'Okmok. Et puis je terminerai sur un forçage volcanique que j'aime bien, le forçage volcanique de l'époque de Marc Aurèle, où là aussi on retrouve ces mêmes questions d'échelle temporelle et d'échelle spatiale. On voit qu'en fait le forçage le plus important, celui de 169, il est postérieur au déclenchement de l'épidémie antonine, donc il n'est pas Yersinia pestis. On aimerait bien savoir de quelle maladie il choisit, mais qu'elle-même est postérieure à un autre petit forçage bien moins important, mais qui est le premier un petit peu notable après cet été volcanique qui marque l'optimum romain. Et là j'avoue que voilà, si j'avais à faire une liste de courses ou une liste de cadeaux de Noël, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce que l'on peut dire de ces 2 forçages à peu près 10 ans de distance. Conclusion, l'Empire romain prospère durant effectivement l'optimum romain, mais il faut l'approcher d'une manière précise parce qu'on a les moyens de l'approcher d'une manière précise. Ça n'est pas qu'une période chaude, c'est une pause remarquable dans le volcanisme global, mais qui a sa propre chronologie. Il ne faut pas l'imaginer homogène sur la Méditerranée et les provinces de l'Empire romain. Il faut prendre en compte cette disparité, notamment dans les précipitations. Des périodes de crise ponctuent cet optimum. La crise de la fin de la République, la crise antonine, la crise du cœur du IIIe siècle, et en fait, le début du IIIe siècle, le moment où on sort de cet optimum, semble en fait revenir à quelque chose de plus ordinaire.
Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de catastrophique, mais c'est une instabilité qui contraste avec une stabilité assez exceptionnelle. Donc le travail à venir, c'est ce tableau à préciser, c'est à mieux comprendre les vulnérabilités sociales et qualifier et quantifier les impacts dans le dialogue entre disciplines. Je vous remercie.